Alors que Gaza est à nouveau le théâtre d'une violence sans précédent, Francesca Albanese, juriste internationale et rapporteuse spéciale des Nations Unies, nous livre une analyse cruciale dans son dernier rapport, Anatomie d'un génocide. Malgré les violentes attaques qu'elle subit pour son travail d'enquête, elle persiste à exposer les dynamiques de l'oppression et à défendre les droits humains des Palestiniens. Dans cette interview, elle revient sur les conclusions marquantes de ce rapport et décortique la méthodologie qui a guidé son investigation. Une conversation éclairante et courageuse sur la tragédie qui se joue sous nos yeux à Gaza, et un témoignage essentiel pour comprendre l'ampleur de ce drame sans fin. Francesca Albanese, bonjour. Merci de nous accueillir pour cette interview. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement votre mission et comment vous êtes arrivé à porter cette responsabilité? Tout d'abord, merci de m'inviter à cet entretien. En tant que relatrice des Nations Unies pour les territoires palestiniens occupés par Israël depuis le 1967, je m'occupe de documenter les violations du droit international qui ont lieu dans ce qui reste de la Palestine historique, qu'Israël n'a pas occupé le 1948, c'est-à-dire la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, qui est un territoire sous occupation militaire depuis 5 ans, 6 ans, théâtre d'une guerre génocidaire. Alors, je collecte de l'information, de données. Israël m'a déclaré persona non grata, alors je peux pas me rendre sur le terrain. J'ai d'autres façons de collecter l'information, voilà, en rejoignant les victimes ou les défenseurs des droits humains et d'autres acteurs prenants. Et après, je prépare 2 relations annuelles aux Nations Unies, une au Conseil des droits humains à Genève et l'autre à l'Assemblée générale, en les informant de l'état des lieux et aussi des recommandations, des mesures qu'il faudrait prendre pour améliorer la situation. Et je suis la 8e à avoir cette responsabilité, ce rôle, disons un travail d'expert indépendant. Pourtant, c'est bénévole. Moi, j'ai un travail à côté, même si maintenant c'est difficile. Mais je suis une des relatrices spéciales des Nations Unies ou des relateurs spéciaux des Nations Unies. On est une 50aine. Moi, je m'occupe seulement des territoires palestiniens occupés. D'accord, donc vous venez me dire que vous êtes bénévole pour ce poste. Donc du coup, comment vous travaillez? Quand le Conseil des droits de l'homme m'a confié, qui est un organisme représenté et constitué par des États, quand le Conseil m'a confié cette tâche en vertu de ma connaissance, ma contribution académique, parce que j'ai quand même écrit beaucoup sur la question palestinienne, ils m'ont confié une tâche qui s'ajoute au travail que j'ai normalement. Je travaille pour une boîte d'avocats et de chercheurs en matière de réfugiés et d'assistance légale aux réfugiés et aux migrants dans la région arabe qui s'appelle ARB en Jordanie, et je continue à travailler pour eux malgré le fait que depuis je suis dans une période sabbatique depuis 8 mois maintenant, parce que la situation en Palestine est tellement grave, et j'enseignais aussi à l'université. J'ai tout suspendu pour l'instant parce que voilà, je dois me consacrer à ça. Je peux le faire parce que en tant que famille, on s'est dit c'est un moment historique où on a la possibilité de renoncer un peu de notre confort et on sent une obligation à le faire pour un peuple comme le peuple palestinien qui souffre depuis 100 ans. Donc du coup, parce que on voit, on suit sur les réseaux, beaucoup de gens vous admirent, votre travail et votre courage. Vous subissez aussi énormément d'attaques sur les réseaux sociaux, sur les médias. Comment vous gérez cette pression, surtout dans des conditions où vous êtes complètement détaché de votre vie normale, on va dire, pour se consacrer à ce travail? Comment vous vivez ces attaques qui peuvent être des fois très violentes? Les attaques sont violentes et disons, je n'étais pas surprise dès le début parce que je savais dans quoi j'étais en train de me mettre à le moment où je me suis dit disponible à servir à cette cause à la demande du Conseil des droits humains. Je savais parce que mes prédécesseurs sont des académiciens, Michael Link, Richard Fuld, John Dugard. Ce sont des académiciens un peu éloignés de la vie réseaux sociaux et tout, plongés dans leur recherche et tout.
et se sont vus investis par des attaques à un niveau personnel, mais impossible, insoutenable. Alors, et ça, c'est un peu ce qui se passe pour tout défenseur de droits humains qui s'occupe, avocat ou n'importe, qui exprime un peu de critique envers les pratiques de l'État israélien envers les Palestiniens. Voilà, c'est un peu ce auquel j'étais préparée, mais c'est choquant. Effectivement, la violence, le style vraiment mafieux de ces gens et cette organisation qui entoure Israël et son idéologie sont épouvantables. Moi, je viens du sud de l'Italie, une terre qui est quand même brisée par la présence d'une historique d'une criminalité organisée. On l'appelle mafia, on l'appelle camorra, mais ça c'est le style. On menace, on fait de chantage aux juges, aux journalistes, aux gens qui se battent pour les droits humains, aux militants, aux camarades, à tout le monde, afin qu'ils puissent continuer perpétrer des crimes. Et c'est insoutenable, vraiment. Le 24 mars 2024, vous avez publié un rapport, donc votre rapport, alors c'est des rapports chaque semestre, hein, oui. Donc le dernier que vous avez titré Anatomie d'un génocide, oui. En référence à, alors je sais pas si c'est une référence, j'imagine que oui, au travail de Omer Bartov, qui fait un peu le parallèle, ce titre en tous les cas, avec le génocide des Juifs en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Les éléments que vous avez eus pour utiliser ce terme, qui est un terme aussi très polémique, qui est un stade ultime, on va dire, de la violence qu'on peut avoir dans une guerre. Donc, quels sont les éléments ? Contre un peuple, absolument. Ouais. Moi, je conclus que Israël a commis des actes de génocide parce que Israël a commis des actes de génocide. Moi, j'ai analysé les faits à la lumière des qualifications juridiques qu'on a, et c'est pas seulement des crimes de guerre, de violation des droits des conflits armés qu'Israël a violés. C'est pas seulement qu'Israël a conduit c'est-à-dire des crimes de guerre. C'est pas seulement qu'Israël a commis des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire des crimes révélateurs aussi d'une politique systématique et diffusée contre les civils. Non, Israël a mené des actes qui sont clairement, du point de vue matériel, des actes génocidaires, selon la Convention sur la prévention et la punition du crime de génocide, comme des actes de tuerie, de l'infliction de souffrance physique et mentale aux membres du groupe, des actes, la création de conditions de vie calculées pour mener à la destruction du groupe. C'est ce qu'Israël a fait à Gaza. Après 8 mois, Gaza est détruite. C'est pas possible de reprendre la vie. 46 000 personnes ont été tuées. Le 70% ont été toujours des enfants et des femmes, c'est-à-dire pas interpellés nécessairement par le combat. On peut pas imaginer que tous les hommes ont été combattants actifs, que c'est la seule raison pour les tuer s'ils posent une menace incontournable. La chose la plus importante de ce rapport, c'est qu'il analyse l'intention, qui c'est l'élément qui différencie qui caractérise ce crime de génocide par rapport à d'autres crimes comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. C'est l'intention derrière la commission de crimes de détruire un peuple, un groupe religieux, national, ethnique ou racial. C'est clair que les Palestiniens sont un groupe séparé, totalement ou en partie. Et c'est ce qu'Israël a fait, mais il n'a pas seulement fait, il a déclaré. Il y a une planification, quelque chose qui a été annoncé et a pénétré jusqu'à tout niveau de l'armée. Et la brutalité exercée par les soldats israéliens est soutenue, c'est ça la chose frappante, soutenue par la plupart de la population, parce qu'il y a des sondages qui donnent le 80% de la population d'Israël demandant le maintien ou l'augmentation de la violence contre les gens de Gaza. Tout ça révèle qu'Israël est en train de créer une page tout à fait nouvelle et l'a fait justifiant ces crimes comme conformes au droit international. En fait, je l'appelle camouflage humanitaire. Israël a dit que ce qu'il faisait, c'était en ligne avec le droit international. Il a tué des militants, c'est pas vrai du tout, c'est eux l'évidence. En fait, et même des militants actifs, des combattants actifs, c'est eux l'évidence. Il y a 70% constamment, de victimes constamment
fait par des femmes et des enfants. Non, c'était hallucinant ce qu'Israël a fait pendant les derniers 8 mois. On reviendra justement sur ce côté systématique et surtout la justification de l'État d'Israël sur ces questions-là. Donc le rapport revient sur 4 points un petit peu constitutifs de ce crime. Donc le meurtre de membres du groupe. Il y a aussi une polémique ici qui est un peu malsaine de remettre en cause les chiffres, de diminuer ou de ne pas prendre les chiffres soi-disant parce qu'ils viendraient du Hamas. On en est où aujourd'hui par rapport à l'estimation? Alors les chiffres officiels, on est presque à 40 000 personnes tuées. Les estimations, même des fois avec des officiels même de l'armée française, l'autre fois sur une télé, qui disaient que ça pouvait aller jusqu'à 200 000 personnes si on compte les gens sous les décombres, les gens qui vont mourir dans les semaines qui viennent par manque de soins. Donc pour vous, comment on peut arriver à estimer d'une manière raisonnable le nombre de victimes? Il n'y a plus la possibilité d'estimer de façon raisonnable. C'est un compte conservateur, ce qu'on a. Et comment, disons, le calcul se fait sur place? Normalement, c'est le ministère de la Santé qui est géré par le Hamas, parce que le Hamas a gouverné à Gaza pendant 16 ans. Il a une structure civile. Et là, ce sont eux qui ont toujours collecté pendant toute guerre des dernières 16 ans les données. Il y a eu une marge de 5% d'erreur. Mais finalement, c'est presque précis. Le problème est que maintenant, avec la destruction de Al-Shifa et tous les hôpitaux, disons, majoritaires, c'est très difficile de compter, de vérifier toutes les données. Alors, ils sont à la baisse plutôt. Ils disent ce qu'ils ont compté, mais ils ne disent pas tous les autres qui n'ont pas pu être comptés. Et aujourd'hui, la réalité est aussi faite par, disons, l'hypothèse que les gens vont mourir progressivement et de plus en plus à cause du manque de soins et de nourriture et manque d'eau. C'est incroyable. Je trouve qu'il y a une confusion générale sur ce qui constitue un génocide, parce que beaucoup de gens me donnent l'impression de penser que le génocide, c'est un acte de tuerie massif. Et effectivement, est fait par combien de gens tu tues. On dit que non, tu peux avoir des actes de génocide justement sans tuer même pas une personne. Mais on détruit sur le peuple, ce qui s'est passé par exemple avec les aborigènes d'Australie. On leur a enlevé les enfants pendant des décennies jusqu'à les réduire à presque disparaître. Et ça s'est passé pendant la colonisation à plusieurs gens. C'est pour ça que je trouve qu'il y a vraiment une confusion sur ce qui constitue le génocide. Même si on prend des actes d'extermination, ils ont tué plus que 40 000 personnes. Ça vraiment a remis en cause le sens des proportions, parce que pour beaucoup, parmi nous, dans le milieu des juristes et tout, 8 000, c'était Srebrenica. 40 000 personnes sont vraiment beaucoup, et s'il y a 70 000 ou 90 000 blessés, beaucoup parmi eux avec des amputations et des mutilations à vie, et les gens sans famille, 20 000 enfants sans parents, c'est atroce, c'est ce qu'Israël a fait. Justement, vous parlez des conditions d'existence entraînant la destruction du groupe dans le rapport, c'est ça, donc c'est toutes les actions qui sont faites aussi pour rendre la vie quotidienne de ce groupe impossible quelque part. Donc la question, par exemple, de l'acheminement de la nourriture et de l'aide, qui reste aujourd'hui un problème que le monde regarde sans apporter aucune forme de réponse à cette question. On voit à la télé des camions vidés de leur contenu, empêchés d'accéder à Gaza, et récemment, sous couvert d'une opération militaire humanitaire d'acheminement de nourriture, il y a eu un massacre, un énième massacre qui a été fait. Donc les conditions, si vous pouvez un peu revenir sur toutes les conditions que l'armée d'occupation essaye de mettre en place pour accélérer ce processus ou l'aggraver. Mais si je peux donner des différents exemples sur différents actes. Alors, les actes de tuerie, parce que tu es membre du groupe avec l'intention de détruire le groupe est un acte génocidaire. Israël, pendant les premiers 2 mois de cette guerre contre Gaza, a utilisé une quantité d'explosifs équivalent en termes de dégâts à 2 bombes nucléaires. Ils ont tué 250 personnes par jour.
parmi lesquels le 70%, je répète, fait par des femmes et des enfants. Ils ont détruit tout symbole d'identité palestinienne, de survie palestinienne, les hôpitaux, les écoles, le terrain agricole, les bateaux pour pêcher, les sources d'eau, les églises, les mosquées. Pourquoi ça? Ils ont créé les conditions pour ne pas pouvoir vivre, pour ne pas avoir ni un présent, ni un futur immédiat. En plus, il y a la destruction de la vie sociale, politique, de tout lien. Et là, quand il s'agit de famine, il faut comprendre que d'abord, Israël avait une responsabilité en tant que puissance occupante de délivrer de l'aide humanitaire, de trouver où loger, où abriter les Palestiniens déplacés, s'assurer qu'il y avait des hôpitaux, des médicaments, de la nourriture et de l'eau, même des écoles pour les enfants, pour ne pas être coupés de la vie. Israël a failli respecter cette obligation et la communauté aussi, parce qu'il y a une obligation dans le droit international d'appliquer le droit humanitaire pendant le conflit et le faire appliquer, respecter et le faire respecter. Ça, c'est l'obligation de tous États. Mais Israël, pas seulement a failli donner l'aide humanitaire qu'il devait en tant que puissance occupante, il a aussi empêché l'achèvement de l'aide humanitaire et quand l'aide humanitaire qui a été très fragmentée et très réduite au minimum, même quand l'aide humanitaire est rentrée, ils ont souvent, nous on a documenté une vingtaine de massacres en tant que relateurs spéciaux, 14 ou 16 jusqu'à février cette année. Bon, on a ciblé les gens qui s'amassaient pour recevoir de la nourriture, on les a tués, mais vraiment d'une forme brutale, des massacres où on a tué entre 70 et 120 personnes affamées. Et on a tué aussi des opérateurs humanitaires. Bon, je pense maintenant le compte est de 200 personnes qui travaillaient pour les Nations Unies et aussi de travailleurs de World Central Kitchen. Ouais. Pourtant, le 30 mai dernier, Benjamin Netanyahu, sur une télé française, assurait que Israël assurait l'arrivée de 3200 calories par personne d'aide humanitaire. On vient de répondre un petit peu sur le fait que c'est pas vrai, mais la question justement du narratif ici, c'est-à-dire la preuve contre, quelque part, presque des arguments d'autorité. Ouais. C'est-à-dire, quand on voit les responsables des fois israéliens parler dans les télés occidentales, c'est presque, on leur demande jamais de fournir des preuves de ce qu'ils avancent, et ils avancent des choses qui sont à l'opposé même de ce qu'on voit devant nos yeux par les images. Comment vous expliquez cette quelque part aplatissement ou cette révérence qu'ont les médias face au narratif israélien? Bon, il y a plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'il y a un racisme, je dirais même pas trop souterrain, en général, dans le monde occidental. Et vis-à-vis un Européen moyen, l'autre n'est pas l'Israélien, l'autre est le Palestinien. Il y a un peu cette arabophobie, islamophobie, c'est latent, parfois c'est plus... On ne met pas en discussion forcément ce qu'un leader occidental nous dit. Ça, c'est un bail, c'est un préjugement. Je pense qu'il y a beaucoup de mauvaise foi aussi, parce que ça suffirait de confronter un leader israélien avec ce que les soldats font et disent sur le terrain. Comment vous justifiez ce soldat qui a explosé une 50aine de maisons derrière lui en faisant la fête? Il y a des dizaines de cas comme ça. Ou comment vous expliquez les tortionnaires des Palestiniens en prison? Comment? C'est tout documenté aussi par des soldats. Les abus dans les maisons de Palestiniens qui ont été déplacés. Mais non, on les laisse parler. Et en fait, on les laisse mentir. Parce que Israël est un État qui a fait une utilisation politique de la mensonge. C'est pas le seul. Je trouve que ça, c'est quelque chose les États-Unis font aussi, hein. Il faut jamais oublier une des plus grandes injustices des dernières années, c'est la destruction de l'Irak. Je pense que
On a commencé là à voir les leçons pratiques qu'Israël est en train de répliquer aujourd'hui. L'altération de la réalité, tout le monde savait que c'était un mensonge, que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, et même on a envahi, on a détruit un pays avec de l'impunité. C'est ce qu'on fait avec Israël aussi. On le justifie parce que on est parmi nous, quoi. Lors de plusieurs de vos autres interventions, vous avez justement évoqué cette question. Beaucoup aussi de militants pro-palestiniens, en tous les cas contre ce génocide, parlent aussi de cette mentalité coloniale quelque part qui défend un autre colonialiste qui aujourd'hui perpétue un peu des crimes qui ont été des crimes du passé, on pensait en tous les cas. Donc vous pensez qu'il y a une solidarité entre colonialistes quelque part, et c'est ce qui fait que cette solidarité absolue avec Israël. Tout à fait. Mais c'est pas une solidarité intellectuelle, c'est presque primordial. On se reconnaît tellement en tant que similaire vis-à-vis une menace globale, mais ça se voit dans les discussions, même un peu accidentales, des politiciens européens. À la fois, on laisse qu'un ministre israélien arrive dans la très démocratique France avec une map d'Israël qui comprenne aussi la Jordanie et bien sûr toute la Palestine. Il communique des propos très racistes. Un nantissement du peuple palestinien. Tout à l'heure, ils ne reconnaissent même pas que les Palestiniens existent. Et personne ne lui dit rien. Envisageant quelque chose à partir en verti, un groupe politique palestinien fait un discours en France en disant qu'Israël n'existe pas. Mais vous imaginez le choc, la police, c'est du racisme. C'est pour ça que je dis, tout d'abord, il faut comprendre que l'attitude coloniale s'est transformée. On l'a jamais dépassé, on l'a jamais perdu parce qu'on l'a jamais élaboré. Et un exemple sur ça est totalement choquant de mon point de vue. Je parle pas forcément de morale, mais de conformité au droit international. S'il y a un État européen qui est vraiment responsable pour la chute et l'anéantissement de la Palestine, c'est la Grande-Bretagne. Pas seulement la Grande-Bretagne n'a pas encore manifesté son regret, son chagrin pour ce qu'il a fait aux Palestiniens pendant 30 ans de mandat, mais aujourd'hui, ils continuent à soutenir Israël, leur oppresseur. C'est pas normal. Et ce sont des gens qui n'ont pas honte. Et je dirais pas que c'est toute la société européenne, non. Mais les gouvernements, qui sont quand même l'expression, ce sont des élites qui représentent aussi des centres de pouvoir qui sont pas seulement politique, émanation de la volonté populaire, c'est lié à d'autres centres d'intérêt. Je pense que c'est un peu ça. Parce que justement, quand on voit aussi les plus grandes manifestations, les plus grandes mobilisations se passent aussi dans ces pays occidentaux. Même par rapport à comparer au monde arabe ou à d'autres pays, c'est clair que le combat de la société civile globalement se passe dans ces pays occidentaux. Donc il y a aussi une forme de conflit interne dans ces pays aujourd'hui, sur le plan académique, dans la rue. Donc quelle est l'issue d'après vous de cette prise de conscience de la société, enfin d'une certaine société sur cette question-là, et l'alignement aveugle, on le voit même en France pour les élections actuellement, c'est un sujet central. On discrédite carrément tout un parti politique, on le réduit à un parti antisémite parce qu'il soutient la cause palestinienne. C'est violent comme débat et comme combat. Mais on revient à ce qu'on disait au début, c'est très dur de vivre exposé à ces attaques continues parce que ça touche quelque chose de nous impliqués dans ce débat en profondeur. On nous donne des antisémites, qui pour moi, c'est pas seulement une insulte, c'est quelque chose de frappant. Au début, ça me faisait tellement mal, même si j'étais psychologiquement préparée, mais moi, j'étais toujours consacrée au respect pour les droits humains et la justice. C'est quelque chose vraiment que ça dépasse la formation professionnelle. C'est vraiment ce que je suis dans la vie. C'est très, très dur. Mais là, après, on comprend que c'est en anglais, on dit weaponization du débat et c'est aussi pour distraire l'attention parce qu'on te fait mal, alors tu dois te soigner et tu n'as pas le temps de t'investir. Aussi, tu n'as pas l'envie de t'investir dans cette cause. Mais bon, je trouve aussi que
Et ça, c'est un moment extrêmement révélateur. D'abord, je veux reconnaître que même dans le monde arabe, le peuple, la rue, comme on dit, est avec le peuple palestinien. J'admire aussi la maturité de la société civile tunisienne, que moi je fais partie un peu du débat sur ce qui se passe. Et le fait de s'ouvrir, par exemple, de se demander où on est dans ce qui se passe maintenant, aussi avec le mouvement pour la libération de la Palestine, qui a beaucoup changé pendant les derniers 30 ans, et on se demande, beaucoup des voix qui défendent aujourd'hui la Palestine de l'extérieur sont des voix juives et juives. Jewish Voices for Peace, c'est aux États-Unis, au Canada, en Europe, comment on se relation à cela. Et moi, je trouve tout ça d'une maturité intellectuelle, politique, sans précédent, parce que je n'entends pas ce type de discussion dans d'autres pays arabes où soit où je travaille, où j'ai quand même une exposition fréquente. De toutes les façons, la rue est avec le peuple palestinien et souffre beaucoup avec les Palestiniens. Mais les gouvernements sont un peu pareils, dans le sens, moi je trouve qu'il y a de la répression. On vit dans des endroits plus que d'autres, mais dans le monde arabe. La Palestine, et ça c'est pas nouveau, devient un créneau pour la société de s'interroger et de regarder aussi un peu soi-même. La Palestine devient un conduit d'autolibération. Et ça c'est un sujet très sensible et très ressenti par les politiciens, je trouve. N'importe où. En Europe aussi, on a vu que défendre la liberté du peuple palestinien, et je ne dis pas la liberté du peuple palestinien au détriment des Juifs en Israël ou n'importe, mais comme un grand ami israélien, professeur Alon Confino le dit, c'est pas de défendre les uns au détriment des autres, mais c'est un donné que ce soit les Palestiniens, son droit entre la Méditerranée et le Jourdain. Et c'est pour ça, les gens qui se battent pour ça, même en Europe, même dans des pays qui ont fait de la liberté d'expression, d'association, de droit de proteste, de critique, des piliers de leur démocratie, on se trouve devant matraquage, arrestation, utilisation disproportionnée de la force. C'est brutal. Et ça, c'est un élément unificateur, je trouve, de la jeunesse et du niveau solidarité à un niveau global. Justement, après la publication de votre rapport, il y a eu une déclaration du Quai d'Orsay en France qui a qualifié vos propos de problématiques. Est-ce que cette position institutionnelle, quelque part, est-ce qu'elle a eu un impact sur les conversations que vous auriez pu, que vous avez eues avec le gouvernement français, ou surtout, est-ce que vous avez été reçu par les médias français ou par les Français, Francesca Albanese? Donc il n'y a aucune, quelque part, raison pour ne pas vous recevoir dans les médias français. Mais on ne vous a pas entendu, justement, en France. En Italie non plus. Ils ne m'invitent pas. Parce que je suis une voix qui dérange. Je connais la question palestinienne comme peu de personnes la connaissent, relativement, je veux dire. Du point de vue légal, surtout, mais aussi du point de vue historique et politique. Je trouve que j'arrive à m'engager avec tout interlocuteur de façon assez calme. Et là, il tient pas. C'est quelque chose qui c'est extrêmement gênant. C'est pour ça qu'il s'implique plutôt dans ce qu'en anglais on appelle character assassination. C'est bien de me détruire, de dire ah mais c'est le terrorisme, que j'ai justifié les attaques de 7 octobre. C'est tellement de l'infamie pure que j'ai vraiment du mal. Mais je dis aussi, les seuls arguments qu'ils ont dans la main, c'est-à-dire des fabrications pures et dures, pour m'attaquer, parce que sur la substance, je suis inattaquable. C'est pour ça qu'ils ne m'invitent pas au départ. Et je ne veux pas sonner en tant qu'arrogante, mais c'est la vérité. Et les seules occasions où j'ai eu l'opportunité d'être interviewée par, disons, la presse francophone, soit en Suisse, soit en France, très rarement. C'est très bien passé, mais ils ne veulent pas écouter cette voix. Et quant à la France, c'est vrai que j'ai eu un problème avec le ministère des Affaires étrangères et le président de la République lui-même, mais je ne regrette pas et je répète ce que je dis. Je trouve que c'est pas vrai du tout et c'est très dangereux d'utiliser le propos que M. Macron utilise, que l'attaque de 7 octobre était produite par le antisémitisme. C'est faux.
C'est faux, c'est faux. Et si la seule preuve qu'ils ont que c'est un acte d'antisémitisme, c'est que les gens qui ont attaqué, clairement, il y avait de la haine vis-à-vis. Je ne les justifie pas. Je dis, il faut comprendre ce qui a déclenché tout ça. Parce que la preuve qu'ils disent, ouais, parce qu'ils les appelaient les Juifs, cette femme juive ont tué les Juifs. Oui, parce qu'ils les appellent les Juifs depuis qu'ils sont arrivés, ont pris leur terre. Faut pas oublier que ça fait 75 ans que les Palestiniens, surtout les Palestiniens de Gaza, expérimentent la brutalité des Israéliens juifs le jour par jour. Ils ont pris leur terre. En 1948, la population de Gaza est allée de 70 000 personnes à plus que 200 000. Et c'était des réfugiés qui venaient d'Israël. Et tous les jours, de ces kibbutzim qui ont été attaqués. Et je ne le dis pas pour le justifier, mais parce que ça, c'est l'histoire. On lançait des attaques contre les fédayines, les résistants palestiniens, mais aussi des réfugiés. Combien de massacres il y a eu? Et c'est tout documenté. Il y a des atlas de Palestine qui racontent tout. Il y a même des historiens israéliens. À la lumière de ça, je dis qu'avec quel courage les autorités se permettent de dire c'est de l'antisémitisme, parce que c'est déplacer l'attention envers un point et un existant en plus, ça légitime la défense d'Israël en tant que, il est en train de combattre une menace existentielle, parce que si les Palestiniens sont tous antisémites, mange tout avec ta mère, c'est un mensonge. Et ça nourrit aussi beaucoup de propos antisémites à la base, c'est-à-dire les Juifs mentent, mais ce sont les gouverneurs israéliens qui sont en train de mentir aujourd'hui. Donc ça nourrit cet amalgame-là, c'est-à-dire la grosse menace pour les Juifs aujourd'hui, c'est Israël. Je trouve qu'Israël constitue une grande menace pour les Juifs. Ma position est la suivante. Je juge aucune personne, surtout les Juifs et les Juifs, pour leur position vis-à-vis d'Israël. Et je dis, s'ils aiment cet État, c'est leur droit. Moi, la responsabilité, je vais la chercher toujours dans l'action des gouvernements. Mais c'est vrai aussi, et il y a de l'antisémitisme en Europe, il y a de l'antisémitisme comme il y a de l'islamophobie. Il faut résoudre tout ça. Le problème, c'est que on ne peut pas séparer ce qu'Israël fait par ce qui est vu comme la question juive, parce qu'Israël se proclame en tant qu'État juif. Et en tant qu'État juif, il commet des crimes d'apartheid, des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide envers les Palestiniens. Là, il y a l'autre malentendu que j'ai failli mentionner avant. En Europe, cette perception qu'on ne peut pas parler de génocide, de comment un peuple qui a souffert un génocide, comment ils peuvent commettre un génocide. Et c'est où la raison scientifique, c'est où l'évidence empirique qui ne peut pas se passer. Et en plus, c'est très faux aussi, parce qu'en fait, le trauma, si c'est pas sainement soigné, ça reste, ça se repropose. En fait, beaucoup de gens qui ont été exterminés violemment ont gardé cette haine en vie de l'autre. Là, c'est un autre qui ont identifié en tant que menace pour d'autres raisons qui vont au cœur du sionisme politique. C'est très dangereux de ne pas vouloir nommer les problèmes qu'on a pour ce qu'ils sont. Ça nous amène toujours vers le traitement mauvais. D'ailleurs, on le voit par rapport aux critiques, des fois les menaces et les attaques très violentes contre des personnalités juives, des intellectuels juifs, qui, en tous les cas, contre le génocide et contre ce qui se passe. C'est comme une manière de dire qu'il y a un seul narratif, quelque part, juif, il est représenté par l'État d'Israël. C'est une sorte de piège qui fait que du moment que Israël définit c'est quoi la position du juif dans le monde, finalement, ça aggrave les amalgames possibles et l'antisémitisme. Non, mais en fait, ça va dans ce sens de l'aplatissement à la narrative du gouvernement israélien et de peut-être la plupart du peuple israélien, mais n'est pas forcément la vision des Juifs ou des Juifs au monde. En fait, c'est très important de reconnaître, encore une fois, que les Juifs européens ou aux États-Unis sont en train maintenant d'ouvrir une crise épocale au sein du soutien au sionisme. Parce qu'il met en critique
la conformité de ce projet au judaïsme. Et c'est pour ça qu'ils sont ciblés aussi, ce sont des victimes. Et c'est pour ça que je reconnais l'importance pour le mouvement droits humains de former une base commune faite par différentes âmes. Mais ça, c'est le moment de privilégier l'alliance sur les, disons, thèmes communs en tant que stresser les différences entre les uns et les autres, parce que c'est de ça qu'on a besoin. Je vais revenir un petit peu sur la question de la documentation et la question de prouver. Je me rappelle quand vous avez présenté votre dernier rapport, il y a un journaliste qui vous a posé la question pour dire est-ce que vous avez des preuves écrites ou des preuves matérielles de ce que vous avancez dans votre rapport? Bien sûr que j'ai des preuves matérielles, mais ce que le journaliste seulement cherchait, c'était est-ce que vous avez un document où ils disent oui, je veux commettre un génocide? Non, je l'ai pas, mais en fait, ça se passe pas comme ça. L'intention génocidaire, c'est l'élément mental le plus important pour le nécessaire pour déterminer le génocide. Bien sûr, ça peut être écrit, ça peut être dans une déclaration, mais c'est même pas ça qui est suffisant. On regarde aussi la réalité, ce qui se passe sur le terrain, et la capacité de mettre en œuvre, de commettre un génocide. Et aussi, disons, la Convention sur la prévention et punition du crime de génocide a été pensée pour assurer à la justice des individus. Cette justice criminelle individuelle. Là, ce qu'on cherche aussi, c'est de reconnaître la responsabilité de l'État israélien. Et le niveau d'établissement de la preuve de l'intention, c'est clairement différent. Comment tu détermines qu'un État a commis un génocide? Et là, je dis, regardez comment ils ont mené l'action militaire. Ils ont justifié l'attaque contre toute la population en les caractérisant en tant que souteneurs de Hamas, ça veut dire terroristes, ou bien des boucliers humains, et Hamas se défendent derrière eux, se cachent derrière eux, mais il n'y a pas de problème. En fait, c'est prouvé qu'Israël utilise cette justification constamment dans chaque guerre pour tuer des Palestiniens. Et là, l'autre chose, ils disent ce sont des dommages collatéraux. Oui. Mais non, c'est-à-dire ça, vous voyez le langage humanitaire pour justifier leur violence enchaînée envers les Palestiniens. Et ça, c'est une logique très déshumanisante qui est typique des génocides. Voilà. Moi, je dis, c'est facile aujourd'hui de parler, de se sentir, je dis toujours, le Schindler de la situation quand on pense à comment on a exterminé les Juifs en Europe. Mais là, le niveau de silence de la population est ce qui a permis, en fait, pas seulement la création de camps de concentration, mais de tuer dans la rue, d'insulter, de massacrer des millions de gens en tant que juifs, seulement parce qu'ils étaient juifs. Et c'est clair, c'est facile d'être courageux aujourd'hui que les juifs sont acceptés dans le monde et sont plus discriminés en tant qu'il était il y a 100 ans. Et aujourd'hui, les discriminés au niveau global sont les Palestiniens. Et je le dis sans aucun sens de restreinte parce que dans le monde arabe, ils sont persécutés. Dans plusieurs pays, et ça c'est ce que j'ai étudié dans la rhétorique, ils sont traités en tant que frères et sœurs, mais c'est pas vrai, c'est très difficile pour les Palestiniens aujourd'hui de trouver un accueil dans des pays arabes ou des perspectives de comment vous aide. Pourquoi ils n'ont pas établi des bourses d'études, par exemple, pour les étudiants, de la possibilité d'abriter tous les profs ressortissants de Gaza? On vous aide pour le moment. Pendant 5 ans, on est avec vous. Non, personne n'y pense. Ils font toujours de la condamnation au niveau rhétorique. Les Palestiniens sont seuls. Ils sont seuls parce qu'ils n'ont pas le soutien des leaders occidentaux, la plupart, mais ils ont les gens. Ils ont des gens comme nous, des citoyens ordinaires qui ne laissent pas et ne veulent pas que cette injustice, cette énième injustice passe sans conséquence. On voit tous les jours, alors il y a des canaux officiels qui sont les télés, les déclarations officielles des responsables israéliens, mais il y a aussi les canaux inofficiels, on va dire, officieux, qui sont Telegram, les groupes qui partagent des images crues du terrain de la guerre directement des soldats israéliens.
aussi les brigades palestiniennes qui combattent à Gaza. Est-ce que ce sont des éléments qui peuvent constituer des preuves? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui documente, qui classifie, qui vérifie ces vidéos, qui montre des crimes de guerre, des atteintes claires aux droits humains et qui constituent, si on les met bout à bout quelque part, un blueprint de comment on extermine une population? Comment ça se passe sur l'aspect méthodique en fait, de documenter les images et les déclarations qui existent et qui en partie? Je peux dire ce que je fais moi-même, mais après, chaque organisme d'investigation utilise des moyens différents aussi sur la base des ressources. Moi, je suis volontaire, j'ai une équipe d'étudiants volontaires avec moi, après un réseau avec tout experts légaux, militaires, académiques, de plusieurs milieux et surtout des contacts incontournables sur le terrain, parmi les Palestiniens, parmi les Israéliens. Et je me suis appuyée aussi à des efforts qui venaient se mettre en place. Par exemple, il y avait des organisations qui commençaient à collecter des databases de propos, d'arguments génocidaires. Il y avait des Palestiniens, mais il y avait aussi des Israéliens, et la coopération entre eux a permis de vérifier mot par mot qu'est-ce qu'ils disaient. Parce qu'on ne peut pas se tromper, même pas sur un mot. Et moi, je trouvais que, par exemple, dans la presse, parfois, le langage des soldats ou des leaders politiques militaires israéliens venait un peu transformé. Parfois, avec des nuances qui n'étaient pas dans la langue, parfois avec des mots destructifs qui n'étaient pas là. Et alors, tout propos que j'ai utilisé a été vérifié avec des experts, surtout au niveau de langage. Après, il y a beaucoup de témoignages des victimes, des survécus en génocide, quand j'étais en Qatar, en Jordanie, en Égypte, et même par téléphone. Je suis toujours rejoignable par les victimes. C'est ça qui rend aussi ce travail très, très, très difficile, parce que vraiment, il n'y a pas de barrière. Pas de filtre. D'abord, quand j'ai reçu l'information, par exemple, par les victimes, on m'a parlé de massacres, d'exécutions sommaires dans une certaine région. Alors, j'ai appelé des organismes de monitorage. Au début, c'était plus facile parce qu'il y avait encore le bureau de l'Haut Commissariat aux droits humains et les organisations de droits humains palestiniens. Et on vérifiait les données. Il y avait des gens qui avaient fait du monitoring, de l'investigation. Et c'était toujours en direct, mais c'était vérifié par les Nations Unies. Et sinon, les informations que j'ai prises, par exemple, par les vidéos des soldats, c'était tout contrôlé 3 fois avec des soldats, normalement des anciens soldats, des experts forensiques et aux militaires. Après, j'ai une équipe d'advisors avec lesquels on s'est consulté. Mais il y a un grand partage de l'information. J'ai utilisé la plupart des vidéos étaient open sourced, mais il y a aussi quelques vidéos qui ont été partagées avec moi par des journalistes qui m'ont demandé de commenter. Alors j'ai pris du temps, j'ai étudié, et ça je l'ai pas forcément cité dans le rapport. Mais quand même, ça a informé, ça m'a aidé à connecter les liens. S'il y a quelqu'un qui est en train de collecter tous les... Je pense que oui, parce qu'il y a peut-être, c'est pas tout à fait centralisé, mais parce qu'on n'a pas tout à fait la possibilité de contrôler ce que chaque soldat fait. Ce sont des centaines de milliers de gens qui sont dans l'armée. Mon travail, quand même, ça influence le débat. Parce que ce que l'Afrique du Sud a amené était fortement influencé par la lecture de ce qui s'est passé à Gaza depuis le 8 octobre, analysé par les relateurs spéciaux. Et ça est arrivé devant la Cour de justice internationale qui, dans ses propres conclusions, a fait référence à mon travail, au travail des autres. Et c'est pour ça que c'est important. Mais c'est pour ça que je dis, c'est la première fois qu'on voit un petit espoir de justice dans ce conflit de 100 ans. Et il ne faut pas sous-estimer que ça, c'est le premier génocide de type colonial qui fasse la justice internationale. C'est une opportunité à ne pas rater, parce que si les natifs, les peuples autochtones de l'Amérique, du Canada, des Amériques en fait, ou du Canada,
de l'Australie et tout, aurait pu demander de la justice, probablement on aurait eu déjà un précédent. Ça, c'est la première fois en absolu, et c'est incroyable. Je vois aussi les tribunaux au niveau national qui commencent à prendre action, qui bloquent les transferts d'armes. Après, les gouvernements sont vraiment incontournables, trouvent d'autres façons, mais c'est-à-dire ça pousse les régimes, quoi. Vraiment, c'est un monde terriblement injuste. Ce sont 15 ans de reconnaissance du système de droits humains. C'est un système très jeune encore, qui vient d'être testé continuellement. Mais c'est pour ça que je dis, c'est jamais un travail fini ou acquis. C'est en permanence, en permanence. Interview spéciale avec Francesca Albanese, Anatomie d'un génocide. Une production de Inkifada Podcast. Interview et réalisation, Malek Khadraoui. Captation, Sarah Benali. Design sonore, Oussema Gaidi. Illustration, Hademi Smetri. Accompagnement éditorial, Menel Laswood. En collaboration avec toute l'équipe d'Inkifada.